Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon chaudron ce jour-là? Je suis arrivé un petit peu en avance, il y a une dizaine de jours, j'ai mis mon chaudron en place. Vous voyez derrière, il y a le crochet pour le chaudron. Donc on a mis le chaudron, on a mis l'eau, on a mis une grosse dose d'ésotérisme, on a mis une grosse poignée de mystère, et différents ingrédients secrets. Bon, je ne vais pas vous donner la recette, bien sûr, c'est le chaudron du druide, vous connaissez la formule. J'ai laissé mijoter ça pendant quelques temps, une dizaine de jours, et quand j'ai soulevé le couvercle du chaudron, je suis tombé sur Christian. Bonjour Christian. Salut Gérard. Merci de nous recevoir dans ton intimité, dans ton antre, hein, parce que c'est un antre, hein, tout à fait, ou une antre, je ne sais plus comment on dit. Et écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que, en quelques mots, tu pourrais expliquer ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, et surtout comment tu en es arrivé là? Oh là, longue histoire. Longue histoire. Qui je suis? Je suis un Lorrain de ma Lorraine natale, qui a beaucoup voyagé, qui a rencontré sur son chemin, particulièrement dans le Lot, un premier mentor qui était un médecin-chercheur qui s'appelait Alain Lormain-d'Ostromont, qui m'a permis de découvrir les médecines naturelles, l'homéopathie, la phyto, etc. Et qui m'a aussi ouvert tout un tas de portes et qui m'a mené à faire des études de naturopathie. Je suis diplômé du Collège européen d'hygiène et de médecine naturelle. Il y a quelques années, c'était dans les années 80. D'accord. Et donc j'ai continué à faire mon chemin. Et sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer un alchimiste qui s'appelle Patrick Bernsteinas, pour ne pas le citer. Que l'on connaît bien sur cette chaîne, puisqu'on a fait une superbe vidéo avec lui. Voilà, et je remercie le ciel de l'avoir mis sur mon chemin. Et depuis, je travaille dans mon coin. Alors j'avais travaillé à la Voie des Plantes quand j'ai commencé. Quand j'ai rencontré Patrick, j'ai commencé à travailler au grand œuvre, c'est-à-dire à la voie métallique, à la voie sèche, par le feu. Et je travaille aussi à côté à la voie végétale, parce que je reviens à mes premières amours d'une part. Je suis très lié à la plante et à la nature. Et à côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des remèdes qui sont propres, qui ne sont pas pollués. Et de plus en plus, par exemple, les laboratoires homéopathiques suppriment des souches. Et donc, on essaye de fabriquer ce qui n'existe plus pour aider les gens qui en ont besoin. D'accord. Dans la voie verte, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Oui, dans la voie des plantes. Dans la voie des plantes, ok. Voilà. Tu as travaillé entre autres avec un autre Patrick? J'ai pas travaillé avec lui, je l'ai croisé, il s'appelle Patrick Rivière. D'accord. C'est mon voisin, il habite à 25 km à vol d'oiseau d'ici, à peu près. D'accord. Patrick Rivière, que je connais bien. Voilà, on a eu l'occasion d'échanger par mail, sur Facebook, ou par d'autres moyens. Et puis j'ai fait un stage au Maroc, où j'ai eu la chance de le rencontrer physiquement, comme quoi le monde est petit. Et puis depuis, on échange et on est amis. Voilà. Ok, super. Ok. Alors donc toi, tu es, on va dire, à la base naturopathe, mais la chose qui vraiment te booste, te motive, c'est l'alchimie. Donc tu es alchimiste. Oui, parce que c'est autre chose. La naturopathie, c'était une manière d'aider les gens sans chimie, iatrogène, etc., de manière naturelle. Et l'alchimie, c'est plutôt une démarche personnelle. C'est une voie qui m'a touché ou qui a décidé de me mettre sur son chemin, je ne sais pas comment je dois dire. Et effectivement, l'alchimie, ça me parle beaucoup. Alors ça me parlait déjà il y a de longues années, hein, puisque j'avais vu des émissions sur l'alchimie, j'avais vu des films qui parlaient d'alchimie, et ça me parlait déjà, alors je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et aujourd'hui,
non seulement ça me parle, en plus je pratique, quoi, journellement ou de façon régulière. Ben, pour deux choses, parce que c'est mon cheminement personnel et peut-être un jour je ferai la pierre, on ne sait jamais. D'accord. Mais toujours est-il que le simple fait de travailler à cette voie me permet de vivre un émerveillement perpétuel. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on arrive à... On ne se réveille pas un matin en disant, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Ah, tiens, je vais faire de l'alchimie. Ça marche pas comme ça. Ah, je pense pas, non. Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on devient... Comment qu'on décide de- d'entreprendre cette étude, parce que c'est une étude. Comment est-ce qu'on décide un jour qu'on va travailler, on va faire de l'alchimie? Ben, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'ai pas décidé. On pourrait dire on ou il a décidé pour moi, je sais pas qui. Mhm. Euh, je te disais tout à l'heure que quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de regarder une émission de télévision que j'avais 10 ans, dans laquelle on parlait des Rose-Croix. Quelque chose qui m'a touché profondément, alors que j'avais aucune idée de ce que c'était, ni ce que ça voulait dire. Oui, bien mais sûr. Tu avais quel âge, tu m'as dit? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, Voilà. oui, effectivement. Et donc, Ah, d'accord. mais au fond de moi, ben, voilà, ça m'a parlé. Je savais que c'était quelque chose de très important, mais je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Plus tard, quand je vois Geoffrey de Perrac qui fait la coupellation du plomb dans Angélique Marquise des Anges, Ouais, il est d'une évidence que ça ne peut pas être autrement. d'accord. Alors voilà, ça peut être un côté très romantique. Ensuite, j'ai bossé avec un toubib pendant des années qui est un des pères de la médecine quantique qui s'appelle Alain Lambert-d'Ostromont. Et donc je me tourne plus vers le côté scientifique, mais il parle d'alchimie en permanence. Il parle de Rudolf Steiner en permanence, qui sont quand même des gens qui sont très ésotéristes pour beaucoup de gens, Oui, bien sûr. même s'il y a un côté scientifique derrière. Et puis, donc l'alchimie, ça a commencé à me parler là, à travers les plantes en premier, à travers les élixirs floraux, à travers le fait qu'on pouvait amener une information sur de l'eau à partir d'une fleur, simplement en posant une fleur sur de l'eau au soleil. Et donc voilà, tout ça, ça m'a parlé. La nature, ça m'a toujours parlé parce que je me suis élevé dans les bois. Quand j'étais gamin, je passais ma vie dans les bois. Et puis, quand Lambert d'Ostromont nous a quittés pour partir vers les étoiles, bah, j'ai continué mon chemin tout seul. Et puis un jour, j'ai rencontré effectivement un adepte et j'ai essayé de continuer sur ce chemin-là. Alors, une chose qui est intéressante aussi, c'est que pourquoi la voie sèche? Quand j'étais en Lorraine et que j'étais jeune, j'ai étudié la métallurgie. Alors attends, je te coupe 2 secondes. Parce que là, tu parles de voie sèche. Il y a des gens qui n'ont encore pas commencé à mettre un doigt dans l'alchimie. Donc explique-nous, il y a plusieurs voies, donc si j'ai bien compris. Oui. Alors, on pourrait dire qu'il y a 3 voies en alchimie. Il y a une voie sèche qui est une voie par le feu, avec laquelle on travaille avec un creuset, un métal, une pince, dans un feu de bois. Il y a ce qu'on appelle la voie humide, qui est aussi une voie métallique, qui est aussi une voie du grand œuvre, qui travaille cette fois-ci avec des acides. D'accord. Donc c'est une voie humide. Ensuite, il y a une autre voie humide qu'on pourrait appeler le petit œuvre, qui est la voie des plantes. Ouais. Alors dans la voie des plantes, on peut faire une pierre qui est une pierre végétale, mais qui n'est pas le grand œuvre, qui n'est pas la pierre philosophale. Et ensuite, il existe une voie qui s'appelle la voie royale. Ouais. Et la voie royale, c'est la voie des prophètes, c'est-à-dire que ça vous tombe dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on fait la pierre à l'intérieur de soi. C'est la voie qu'utilisait Fulcanelli. Les adeptes de Fulcanelli sont dans cette mouvance-là plutôt, non? Je ne peux pas répondre à cette question. Je dirais que Fulcanelli, il a fait l'œuvre quand même. Hein. Ah, d'accord. Il a fait l'œuvre par la voie sèche, à ma connaissance. Je ne le connais pas personnellement. Fulcanelli, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu donner son nom, qui a voulu rester anonyme, même si certains savent certainement qui il est.
C'est tout à son honneur, puisqu'il a voulu privilégier la voix par rapport à lui. Donc c'est une belle chose. Après, il y a des gens qui ont fait... je pense que Norman d'Ostromont, par exemple, qui avait fait un chemin certainement dans d'autres vies, peut-être, si ça existe, et lui a fait la voie royale. C'est-à-dire que c'était un adepte sans travailler au creuset. Oui, oui. Et donc il faisait des choses que font pas les gens Oui. normaux, entre guillemets. Oui. J'avais un ami qui est décédé maintenant depuis quelques années, qui s'appelait Richard Ketzin, je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà, Richard Ketzin, qui était un fulcanelliste tout à fait reconnu, prônait cette voie interne. Lui, il appelait ça la voie interne. Oui. Voilà. Il y en a un comme ça que je n'ai pas connu, mais qui était un ami d'un très bon ami à moi, et qui est un ami aussi de Georges Laïc, qui est un kabbaliste reconnu, qui s'appelait, ça y est, j'ai perdu le nom, Jacques Trielli. Oui, d'accord. Jacques Trielli était quelqu'un qui cherchait le corps de gloire avant tout. Voilà, donc ça n'empêche pas qu'on peut travailler au creuset tout en cherchant le l'un corps de n'empêche pas gloire. l'autre, oui, bien sûr. Sachant aussi que je suis persuadé aujourd'hui qu'on ne peut trouver la pierre que si finalement on est soi-même rectifié. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on crée un espèce de couple entre la matière qui est dans le creuset et soi. Ouais. Et finalement, il y a un échange là. Alors c'est un gros avantage par rapport à la voie royale, c'est qu'à la voie royale, quand il y a des grands nettoyages qui se font, c'est à l'intérieur de soi, donc c'est pas toujours très sympa. Autrement aussi, il peut y avoir des nettoyages qui se font, mais c'est normal. On ne peut remplir une coupe à partir du moment où on l'a vidée, ou au moins en partie. On est d'accord. Et puis, après, quand on travaille avec un creuset, c'est vrai, l'expérience le prouve, c'est qu'on travaille avec un métal qui est extrêmement pur, on le fond, et finalement il y a des scories. Ouais. Alors que sont ces scories finalement si ce n'est pas les siennes? Donc finalement le métal va avoir le privilège de prendre, entre guillemets, nos problèmes. Ouais, d'accord. Alors ça peut peut-être fonctionner dans les deux sens aussi. Oui, bien sûr. Alors, la grande tradition veut que, la tradition profane, bien sûr, dit que l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc, on pourrait partir du principe que le métal de base, c'est le plomb. Oui, on pourrait. On pourrait, mais c'est pas ça. Maintenant, quand on compulse des bouquins d'alchimie, sans être alchimiste, moi je ne suis pas alchimiste, mais j'ai lu énormément sur la question, et on s'aperçoit que, selon l'auteur, la matière de base change. Alors, comment ça marche en réalité? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule matière qu'il faut la trouver, ou est-ce qu'en partant de plusieurs différentes matières, on peut arriver à faire la pierre philosophale? Alors on pourrait dire qu'on pourrait partir de n'importe quelle matière, sauf que, comme dans toute voie, je pense, il y a on va dire, des matières qui sont plus directes ou plus faciles que d'autres. Alors, il est dans la tradition de dire que dans la voie extrême orientale, on utilise plus le cinabre, qui est un oxyde de mercure, qui est la voie du cinabre. Et dans la voie occidentale, on parle de l'antimoine. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu parlais de Fulcanelli, Fulcanelli dit notre antimoine. Alors peut-être que l'antimoine est le métal, peut-être il y a d'autres métaux. D'accord. Allons savoir. D'accord. Ok. Bon, est-ce que ça serait trahir un secret que de te demander, toi, avec quoi tu travailles? Moi, je travaille avec de l'antimoine. D'accord, ok. Mais je ne suis pas très très loin dans la voie. Donc je ne suis toujours qu'un apprenti. Ouais, enfin bon, ça fait combien de temps que... Ça fait un petit moment, ça fait à peu près 11 ans. D'accord, donc en 11 ans, tu te considères encore comme un apprenti? Évidemment. D'accord. Je pense qu'on a un apprenti tant qu'on n'a pas fait la pierre. Oui, ok, d'accord. Voilà, l'adepte, c'est celui qui a fait la pierre. D'accord. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Oui, certes.
Mais tu en connais? Oui. D'accord. Donc c'est pas qu'une légende, ça existe. Ah non, c'est pas qu'une légende, non. D'accord. Ok. Maintenant, moi la question qui me titille, c'est ok, l'alchimie, transformer le plomb en or, la pierre philosophale, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi? Alors, transformer, alors je peux parler que de ce que on m'a transmis ou ce Bien que sûr. les anciens nous ont transmis, Bien puisque sûr. j'ai pas fait la pierre. Mais il est certain que quand on fait la pierre permet effectivement de transformer le plomb en or. Mais le but de l'alchimie, c'est pas de transformer le plomb en or. Transformer le plomb en or, finalement, ça peut être utile. Par exemple, quand Nicolas Flamel transforme du plomb en or et qui fait construire des églises, qui crée les premiers restaurants du cœur, hein, puisqu'il avait fait un restaurant dans lequel il faisait manger les indigents, qui est toujours aujourd'hui au 56 de la rue de Montmorency à Paris. On peut dire que c'est dans un but noble. Mais le but de l'alchimiste, c'est pas de piéger de la lumière dans la matière. Donc le but de l'alchimiste, finalement, c'est de transformer la matière en lumière. Oui. Donc, c'est pas de moi. Patrick Verchainas dit finalement, c'est la pierre philosophale, c'est pas le but, c'est le billet d'entrée au club. Oui, d'accord. Ouais, j'aime bien, parce que finalement, c'est vrai. Parce que l'adepte, quand il a pris la pierre philosophale, au moins c'est ce qui est écrit dans les textes des anciens, il va la prendre, il va l'ingérer. Et quand il va l'ingérer, ça va lui permettre d'avoir accès au tout, entre guillemets. C'est-à-dire, il va devenir l'univers et l'univers va venir en lui, ce qui paraît complètement énorme, mais ce qui n'est pas plus étonnant que ça. Et donc finalement, le but de l'alchimiste, c'est de pardonner aux ténèbres. C'est de donner une part de lumière aux ténèbres. Parce qu'on ne peut pas être tout blanc ou tout noir, on est obligé d'avoir une voie du milieu. Et cette voie du milieu, elle ne peut exister qu'à partir du moment où on a une relation apaisée, je dirais. D'accord. Et je pense que le but de l'alchimie, il est là. Le but de l'alchimie, c'est la connaissance, avec un grand C. Oui, ok. Voilà. Donc, c'est pas de faire de l'or. Alors, effectivement, quand on a fait la pierre, faire une transmutation, ça permet de voir que qu'on a vraiment fait la pierre et que ça fonctionne. Mais c'est pas le but du jeu. D'accord, d'accord. Alors, effectivement, de tout temps, il y a eu ce qu'on appelle des souffleurs, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont cherché qu'une chose, c'est d'avoir le moyen de faire de l'or à pas cher, comme dirait l'autre, pour s'enrichir, pour avoir le pouvoir. Mais ça n'y peut rien. Mais est-ce que ça marche? Oui, oui, ça marche. Alors, non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut réussir? Moi, je ne suis pas du tout spirituel, ça ne m'intéresse pas du tout, toutes ces conneries-là. Moi, ce que je veux, c'est du pognon. Donc, je me mets à l'alchimie pour fabriquer de l'or. Est-ce que ça marche? Ça marche, par exemple, dans une centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, on peut faire de l'or, sauf que ça va coûter une fortune, ça va bouffer une énergie terrible, ça va être extrêmement polluant. Alors que l'alchimiste, depuis la nuit des temps, fait ça dans son creuset avec un feu de bois sans polluer personne. D'accord. Ok. Et puis, transformer le plomb en or, il n'y a pas besoin d'être alchimiste pour faire ça, il suffit d'être banquier. Les banquiers, ils prennent une mine de plomb, ils la transforment en or. Oui, c'est vrai aussi, mais on peut même exploiter des gens pour les faire travailler pour soi. Ouais. Bien sûr. Alors, revenons à l'alchimie. En vérité, l'alchimie, pour qui et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un jour, même si tu es déjà à la base quelqu'un de très spirituel ou croyant, ou avec des notions dans le symbolisme, dans l'ésotérisme d'une manière générale, et que tu es déjà engagé sur une voie spirituelle, pourquoi est-ce qu'un jour tu décides de devenir alchimiste? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus que les autres voies?
Je pense que j'ai jamais décidé. Je pense que... Alors, d'aucuns diraient c'est la voix qui choisit, c'est pas vous qui choisissez. Aujourd'hui, je suis persuadé que c'est vrai, mais par expérience. J'ai fait des arts martiaux pendant une quarantaine d'années, et donc cette voie orientale m'a apporté beaucoup de choses, m'a appris beaucoup de choses, mais finalement, à un moment donné, l'évidence, c'était ça. Pourquoi l'évidence, c'était ça? C'était aussi parce que cette voie, finalement, c'est une voie occidentale. Donc finalement, j'ai des racines, j'ai des choses sous les pieds, et ces racines, elles sont cette voie occidentale. Alors elles passent par tout un tas d'écoles initiatiques qui viennent de l'Égypte ancienne, qui sont passées par les anciens Rose-Croix, qui sont passées par tout un tas de gens, par l'anthroposophie, etc., beaucoup plus près de nous, et par les alchimistes à travers le temps. Alors c'est vrai que nous, dans la voie occidentale, on n'est pas gâtés, parce que en 1200 et quelques, 23 si je me souviens bien, on a un pape qui décide l'Inquisition. Et l'Inquisition, c'est quelque chose de terrible, puisqu'on a un pape qui nous dit en substance que Dieu a mis des secrets dans la matière, et c'est pas à l'homme d'aller y chercher. Alors effectivement, on a été obligé de se cacher, il y en a qui ont été brûlés en place de Grève, ça a été compliqué. Alors que dans d'autres endroits dans le monde, comme en Chine ou en Inde, où il n'y a pas eu ce genre de problème, ou par exemple dans l'Égypte ancienne, c'est écrit partout et on n'a pas été obligé de se cacher. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a écrit dans les pierres, sur les cathédrales par exemple. Donc il y en a une qui a brûlé il n'y a pas longtemps, donc c'est dommage parce que c'est un magnifique livre de pierre. Alors on va dire que l'essentiel de ce qui était écrit est resté, donc tant mieux. Voilà, mais c'est écrit ailleurs, c'est pas écrit là. Bien sûr. Mais on va dire qu'effectivement, les édifices religieux, on s'est servi de ces édifices où justement on fuyait les alchimistes pour y mettre des secrets à la vue de tout le monde. Ouais. Sauf comprend qui peut. Oui, comprend qui peut, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est quelque chose qui me titille depuis pas mal d'années. L'alchimie est quelque chose qui m'attire, son côté mystérieux, etc. etc. J'ai envie d'essayer. Alors, c'est quoi la bonne démarche? Par quoi je commence? Alors, par quoi tu commences? Si tu veux vraiment... Alors, déjà, il faut choisir quelle voie te convient. Comment je sais ça, quelle voie me convient? Je connais rien dans l'alchimie. Simplement, à chaque fois qu'on m'en parle, voilà, j'ai les oreilles qui se dressent, les cheveux qui poussent, voilà, ça me titille. Est-ce que tu as envie de te mettre devant un feu intense, d'aller prendre un tablier ou des gants pour pas te brûler, d'aller mettre un creuset dans le feu, d'aller mettre un métal à l'intérieur, au risque que s'il est énervé et toi aussi, peut-être ça te pète dans la figure. C'est des risques qui existent. Ouais. Au risque qu'il ne faut pas mettre le nez au-dessus pour respirer les vapeurs parce que c'est toxique. Ou alors est-ce que tu as envie de mettre ça dans un ballon et de mettre un acide à l'intérieur et de regarder cette espèce de végétation qui va pousser autour, mais par contre ça va mettre très longtemps. Ouais. Est-ce que tu as envie de travailler à la voie des plantes et de mettre tes mains sur le ballon et de regarder à travers les mois ce qui se passe, comment ça bouge, etc. Je comprends ce que tu dis, mais moi j'y connais rien. Donc je sais pas de quoi j'ai envie. J'ai envie de faire de l'alchimie, parce que vraiment c'est un truc qui me parle bien. Mais je sais pas si je veux être devant un feu, si je veux trifouiller des acides et des plats. J'en sais rien. J'ai jamais testé tous ces trucs-là, moi. Alors j'aurais tendance à dire que moi j'en sais pas plus que toi. C'est vrai, parce que finalement, j'ai commencé par les plantes. Ouais. À un moment donné,
ça a été une évidence que j'avais envie, ou il fallait, c'est pas moi qui décide, que je me mette à la voie sèche. Ouais. Bon, ça me parle parce que j'ai fait de la forge, etc. J'ai Mmh. étudié les métaux. Ça aussi, c'est des choses qui me parlent. Ouais. Quand on a fait de la forge, c'est déjà le métal, il y a une espèce de lien charnel qui se crée avec le métal. Donc j'ai décidé de faire ça. Le problème, c'est que qu'on travaille avec un adepte ou qu'on travaille à un moment donné, il faut commencer. Oui. Donc quand on commence, il faut faire son expérience. Donc faire son expérience, c'est quoi? C'est de se mettre... Moi, je me suis mis devant le feu, j'ai mis un creuset à l'intérieur, j'ai mis du métal dans le creuset, et puis, entre guillemets, j'ai prié pour que ça fonde. Ouais. Parce que déjà, un métal qui a un point de fusion à 630 degrés à peu près, et un feu de bois de braise qui est à peu près 450 degrés, pour un physicien, c'est impossible que ça fonde. Ouais. Donc, le but du jeu, c'est déjà de le faire fondre. D'accord. Alors les alchimistes qui sont de rêveurs disent on va s'associer des éléments du feu qui s'appellent des salamandres, qui vont venir dans le creuset et qui vont faire monter la température du feu. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est pas important. Le problème c'est que ça fonctionne. D'accord. Donc ça c'est quand même déjà génial. Arriver à faire fondre un métal à 450 degrés alors qu'il a un point de fusion plus élevé, pour un physicien déjà c'est une gageure. Hein. Donc voilà, ou une impossibilité. Donc, faire fondre ce métal, c'est génial. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si ça va durer 3 jours. Alors au début, on voudrait bien que ça dure 3 jours, on est d'accord. Oui. Mais ça peut durer une vie, ou pas du tout. Mais finalement, au bout d'un moment, on met le nez dans le creuset. Et on regarde ce qui se passe. Et là, il se passe des choses merveilleuses. D'accord. C'est-à-dire qu'il va y avoir des couleurs qui vont passer dans le creuset. Par exemple, quelque chose qui est tout bête, c'est qu'au début, quand on va fondre, hein, alors je pense que c'est chacun différent, hein, c'est ma réalité, c'est pas la réalité des autres. Je pense qu'effectivement, il y a une voie pour chacun, même s'il y a une tradition qui amène une voie qui est une voie majeure, on va dire. D'accord. Et donc, par exemple, il va y avoir le dessus du métal qui va devenir noir. Il va y avoir une terre noire qui va se mettre. Et puis si on attend, peut-être ça va changer de couleur, peut-être ça va devenir marron, par exemple. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, ça va devenir blanc, comme de la neige. D'accord. Mais on va avoir vraiment l'impression qu'il neige dessus. Et puis au bout d'un moment, sur cette neige, il va y avoir des petits diamants partout. Mais c'est juste merveilleux. Ah oui, et puis au bout d'un moment, peut-être il va y avoir une flamme particulière qui va se mettre à tourner dans le creuset. Mais c'est juste magique. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est jamais pareil. C'est toujours différent. Et puis, alors au début, effectivement, on se dit, je vais chercher parce qu'on pense qu'il y a une recette, etc. Il n'y a pas de recette. La recette, c'est le travail. Et entre guillemets, les anciens disaient le donum Dei, ça veut dire si Dieu le veut, ou si le destin le veut, ou si vous l'avez mérité, vous ferez la pierre. D'accord. Mais là, je démarre l'alchimie, je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc là, tu me parles de métal, de creuset, déjà j'en avais aucune idée. Donc ces renseignements-là, je vais quand même les chercher quelque part. Donc il y a 36 millions de bouquins sur l'alchimie. Oui. Le problème, c'est qu'il y a 36 millions de bouquins différents sur l'alchimie. C'est vrai aussi. Comment je choisis là-dedans, moi? Ben moi, j'ai pas choisi. Je t'ai dit que j'ai commencé par les plantes. Quand j'ai commencé par les plantes, le premier gars qui m'a parlé s'appelait Paracels. Ouais. Donc, j'ai commencé à lire et à essayer de comprendre, j'étais tout seul à l'époque, de comprendre ce qu'il racontait. Ensuite, j'ai lu, parce qu'on m'a conseillé ça, j'ai lu Fulcanelli, Ouais. Le mystère des cathédrales, et ensuite Les Demeures philosophales, Ouais, bien sûr. ce qui est quand même déjà un sacré morceau. Oh oui. Alors le problème, c'est qu'il faut lire entre les mots. Ah bah oui. Et puis, en 88, j'ai assisté au château du Plessis-Bourré à plusieurs conférences qui étaient organisées par la Morque, la Rose-Croix,
au château du Plessis-Bourret. C'était une loge de Nantes, si je me souviens bien. Et il y a eu un alchimiste contemporain qui s'appelle Biebel. Et Biebel a traduit ou a réédité en vieux François un bouquin qui s'appelle du Doctolento. Ouais. Et que j'ai lu en vieux François. C'est pareil, c'est une gageure. Oui. Mais on s'habitue à force. Au début, c'est un peu difficile. Et ça m'a parlé, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai aussi eu la chance de rencontrer une nana qui avait fait la première thèse sur la démarche alchimique de Newton. Mhm. Là, je découvrais, parce que je ne savais pas du tout que Newton avait été alchimiste. D'accord. Et voilà. Et donc, si tu veux, j'avais commencé par les plantes. J'avais découvert à travers des ouvrages ce qu'était le grand œuvre. Mhm. Et puis, le fameux Toubib à qui j'ai travaillé, Alain Lambert-Dostromont, parlait d'alchimie en permanence. Ouais. Donc, tout ça, ça a fait que, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis finalement, ce qui me parle le plus, c'est ça, quoi. Mhm. Donc, réellement, je ne sais pas si j'ai choisi. D'accord. À un moment donné, c'est devenu une évidence que c'était ça. Ok. Alors, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur l'alchimie. Tout a été dit et rien n'a été dit sur l'alchimie. Au jour d'aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'alchimie pour les nuls Bon, avec la méthodologie, vous prenez comme une recette de cuisine. Hein. Vous prenez du persil, vous prenez un oignon, vous hachez finement l'oignon, vous prenez de l'ail que vous coupez en rondelles, vous mélangez tout ça, vous mettez de l'huile d'olive dans votre poêle, quand ça frémisse, vous mettez... Voilà. La recette de cuisine pour arriver jusqu'à la pierre philosophale. Non, c'est pas possible? Ouais, on pourrait faire ça, mais ça ne serait pas de l'alchimie, ça serait de la chimie. Ah. Voilà. Alors, effectivement, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui croient ou qui voudraient laisser entendre que l'alchimie est une proto-chimie de zozo qui ne savait pas trop ce qu'il faisait et qui tâtonnait. Non, pas du tout. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles du chaudron, hein, parce que tu es le chaudron, moi j'aime beaucoup Astérix, et j'aime beaucoup le chaudron, parce que finalement, l'alchimiste, c'est panoramique, ça. Oui. Et quand on prend plusieurs cuisiniers et qu'on leur donne 300 grammes de ceci, 400 grammes de ça, 20 grammes de sel et 3 poudres de perlimpinpin, Ils vont faire des recettes différentes. et on leur dit de faire la même recette. Ah oui. Et on leur dit, tu fais je sais pas, un sauté de veau maringot. Ouais. Sauf que les trois chefs avec les mêmes ingrédients vont te créer un produit qui sera autre chose, qui sera plus un morceau de viande, etc., qui sera un sauté de veau, mais leur sauté de veau maringot. Ouais. Pourquoi? Parce que ils vont y mettre leur grain de sel, leurs pâtes. C'est le cas de le dire. Si Oui. tu veux. Oui. Donc, oui. Et si tu veux, donc c'est l'alchimie, c'est quand on fait de la cuisine pour les gens qu'on aime bien, on dit qu'on le fait avec amour. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on y met quelque chose de soi. C'est les confitures ou les crêpes de grand-mère qui sont meilleures parce que c'est grand-mère qui les a faites. D'accord. Parce qu'on y met vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, voilà, moi la physique aujourd'hui, ça me fatigue un peu, mais je suis passé par là. Mais par exemple, le premier protocole de Planck dit que quand on observe une expérience, on la modifie, ça veut dire que ça explique ça. Oui, oui, bien ça sûr. veut dire que c'est plus de la physique au sens basique du terme, c'est de la magie quand même. Hein. D'accord. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Alors l'alchimie, c'est le gros problème. Moi comme les autres, hein, quand on travaille avec un alchimiste qui a déjà fait un chemin, la première chose qu'on lui demande c'est « Ah mais comment je fais ça ? Ouais mais là c'est quelle température ? Oui mais là c'est à quelle couleur qu'il faut sortir le truc ? Et c'est à quel moment ? Bah c'est quand tu le sens. » Ah Oui, bah d'accord. oui, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que c'est le grand art, c'est pas la grande technique. Donc le problème il est que, on est tous pareils, on est tous passés par là. Je pense que l'adepte comme l'autre, hein, c'est que
Au début, on pense que il y a une recette, effectivement, et on pense tous qu'il y a une recette et qu'il y a une technique pour le faire. Non, il y a une technique de base, évidemment, mais après, c'est... Et puis après, il y a des évolutions dans l'œuvre qui font que, par exemple, le moment où on arrive à la pierre, ben, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la travaille? J'en sais rien. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition et qu'il y a des anciens qui sont là pour dire, ben maintenant que tu en es arrivé là, on va te donner un bout de plus. C'est comme les enfants, hein, quand ils sont à l'école primaire, on leur apprend pas les équations différentielles, etc. Parce qu'on n'est pas prêt. Donc je pense que, et puis comme dans toute voie initiatique, hein, que ce soit dans les arts martiaux ou ailleurs, il faut poser l'ego, et puis il faut prouver qu'on a une vraie détermination et qu'on n'est pas juste là en touriste. D'ailleurs, si on est juste là en touriste, au bout d'un moment on arrête, parce qu'on se dit il ne se passe rien, on arrête. Hein. Si on continue, c'est qu'on est très chiant ce truc, ça ne bouge pas. Voilà, à un moment, voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de recette de cuisine pour faire la pierre philosophale. En fin de compte, il y a 36 000 recettes de cuisine pour faire la pierre philosophale. C'est la même pierre philosophale, mais il y a plusieurs moyens d'y arriver. Ben, je pense que, tiens, je vais te donner un exemple qui pour moi est parlant, c'est comme en homéopathie. Ouais. Tu as quelqu'un qui arrive qui a un rhume. Ouais. Alors en allopathie, on va dire, bah, le rhume c'est tel remède homéopathique. Non, ça n'existe pas ça. C'est le remède qui correspond à Gérard à un moment donné, parce qu'il a le nez qui coule, parce que c'est liquide, parce que c'est épais, etc. Ça veut dire que c'est personnalisé. Ça veut dire que tu as une vibration et un fonctionnement personnel qui va correspondre à un remède à un moment donné. Et je pense que pour l'alchimie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être prêt pour faire quelque chose. À un moment donné, tu ne vas pas être prêt, il ne se passera rien. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé. Au début, que je commençais à fondre, j'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas, ou voilà. J'ai fondu en 10 minutes ou un quart d'heure. D'accord. Ce que j'ai trouvé merveilleux, hein, c'est extraordinaire. Sans sel, sans rien, pour ceux qui travaillent un peu à la voix. Et puis un jour où j'étais peut-être contrarié, etc., j'ai décidé de venir m'enfermer dans mon laboratoire et de fondre. En disant, ben, je vais me poser. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait une surbaume. J'ai pris mon creuset, j'ai mis mon antimoine, je l'ai mis dans mon feu, et j'ai de la constance, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça bougeait pas. 4h30, c'est devenu gris-souris et ça n'a jamais bougé. D'accord. Et au bout de 4h30, j'ai craqué. J'ai pris ma pince, j'ai sorti mon creuset du feu, et là, c'est devenu rouge, en dehors du feu. C'est-à-dire ce métal qui était gris est devenu rouge. Si j'osais, je le ferais comme ça. Il m'a fait un peu comme ça, le métal. L'air de dire, c'est quand je veux, c'est pas quand toi tu veux. Alors que finalement, si on comprend, pour faire l'œuvre, on est obligé d'être aligné. Donc si il y a une surbaume à l'intérieur, on est tous sauf alignés. D'accord. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc ça prouve bien que c'est pas une recette et que c'est pas de la physique, parce que si c'était une recette et de la physique, on dirait telle température, thermostat 8, voilà, tant de temps, et ça fait ça. L'alchimie pour les nuls. Voilà, ça marche pas. Petit A, petit B. Ça marche peut-être pour certains, mais à ma connaissance et avec le peu d'expérience que j'en ai, ça marche pas. D'accord, ok. Ok, donc l'alchimie, c'est pas fait pour tout le monde, ou pas forcément au même moment. Non, je pense que... C'est pas un matin, je me réveille, bon allez, aujourd'hui, tiens, je vais faire de l'alchimie. Non, je pense pas. J'aime bien un exemple que donne Patrick, où il dit, vous voyez un peintre qui peint un tableau, et puis c'est super, c'est magnifique, et vous dites, bah, c'est facile, et vous achetez des pinceaux, la peinture et tout, puis vous essayez de faire pareil. C'est pas beau. Et ça ne fonctionne pas. Ouais, et donc, au bout d'un moment, on abandonne. Ouais, alors que là, je pense que quand on est touché par la voix, à un moment donné, on n'abandonne pas. On ne peut pas abandonner. Parce que, effectivement,
quand on se tourne vers une voie ésotérique, enfin ça a été mon chemin à une époque hein, où je ne faisais pas forcément de l'alchimie, mais j'ai eu des traversées du désert terribles où je me suis dit finalement à quoi ça sert tout ça, pourquoi tu fais ça, des grands moments de doute. Oui, bah, ça c'est terrible, hein, c'est des épreuves terribles. Et puis finalement on persiste, on se dit, bah écoute, on verra bien, tu as été jusque-là, pourquoi tu n'irais pas plus loin? Oui, bien sûr. Donc je pense que effectivement à un moment donné, on est touché par la voie ou on ne l'est pas. Voilà. Alors par cette voie ou par une autre, hein, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas que cette voie-là, hein, il y a d'autres voies. Hein. Il y a des gens qui sont martinistes ou qui sont martinésistes, ou etc. Ouais, d'accord. Parce que c'est leur voie, voilà. Il y a des gens qui trouvent leur voie dans la religion, où il y a des soufis, ou etc. Oui, bien sûr. Je veux dire, voilà, c'est d'autres voies. Mmh. Bon, voilà, moi l'alchimie, c'est une voie qui m'a parlé. Voilà. D'accord. Alors j'ai lu dans plusieurs ouvrages que souvent l'alchimie commençait par un rêve. C'est-à-dire que cette nuit, je dormais profondément et j'ai rêvé de l'alchimie. Je me réveille avec cette idée-là en tête et je démarre un travail. Alors, moi, ça n'a pas commencé par un rêve. Par contre, j'ai eu un rêve à un moment donné. C'est-à-dire que quand j'ai mis le doigt dedans, hein, où j'ai commencé, je me suis posé 50 000 questions. J'imagine. On est d'accord? Et une nuit, j'ai fait un rêve, et je rêvais, et j'avais sans arrêt un mot qui revenait, qui s'appelait lanternois, 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 lanternois. Tu as été chercher ça où? Donc j'ai téléphoné, et j'ai dit, tiens, j'ai rêvé de ça. Et on m'a dit, voilà, tu iras chercher dans Rabelais, dans le 5e livre, c'est écrit. D'accord. Donc je me suis précipité sur le 5e livre, et j'ai vu d'où ça venait. Bon, ça ne m'a pas forcément apporté les réponses que j'attendais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, j'aurais tendance à dire que quand tu es vraiment branché sur la voie, à un moment donné, il y a des infos qui tombent. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Alors comment, pourquoi, je n'ai pas les réponses. D'accord. Alors, bon, moi je suis quelqu'un qui a envie de faire de l'alchimie. Je suis tout jeune, j'y connais rien. Mais c'est vraiment quelque chose. En plus, je l'ai rêvé. Donc voilà, tout est clac, tout est là, tout est ouvert. Quel conseil tu me donnes pour démarrer? Ben déjà, quelle voie tu as qu'est-ce que tu as envie de travailler avec des plantes? Est-ce que tu as envie de travailler avec un métal? Ouais. Est-ce que tu as envie de travailler avec du feu ou autrement? D'accord. D'accord. Ou par une voie humide? Ça, c'est déjà la première chose. D'accord. Et puis après, ben, si tu fais le choix, si tu prends la voie sèche, par exemple, un creuset, une pince, un feu de bois, du métal, une paire de gants pour ne pas se brûler les mains, peut-être des lunettes, même si je ne les mets pas souvent, je ne suis pas raisonnable. Un tablier de cuir, c'est bien aussi. D'accord. Même si je ne le mets pas souvent non plus, mais ça peut arriver que ça pète, hein, donc il faut prendre le risque. Travailler à un endroit qui est suffisamment ventilé pour ne pas en prendre plein le nez. Ouais. Donc ce que je te dis en clair, ça veut dire que ça coûte 3 francs 6 sous. Oui, hein. d'accord. Alors, parce qu'il faut faire attention, alors je travaille aussi à la voie des plantes, et j'ai fait comme les autres, ou comme beaucoup. Alors ça peut être une excuse, hein, on est d'accord, pour passer le pas. Mais on dit souvent, ouais, il faut monter un labo et tout, Oui, ça j'ai coûte une vu ça, moi, fortune. déjà. Voilà. Et moi, je me suis dit, comme les autres, au début, je me suis dit, ouais, c'est 3 000 € d'investissement, etc. Non, c'est pas vrai. C'est un ballon avec un fond plat, c'est-à-dire ça s'appelle un Erlenmeyer. Hein. C'est une tête de mort. L'ensemble, ça coûte à peu près 150 €. C'est quoi une tête de mort? Une tête de mort, c'est... Tiens, tu veux que je t'en montre? Ah oui. Allez, je t'en montre. C'est ça. Ok. Donc, ça, c'est une tête de mort, d'accord? C'est cette pièce qui est là, d'accord? Alors, dessous, c'est un Erlenmeyer. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est du vin qu'on distille pour faire de l'alcool. C'est tout simple. Hein. Voilà. C'est l'alchimie, ça sert aussi à ça. C'est pas ça. C'est que... Alors, je t'explique en 2 mots. Ouais. C'est que quand on travaille par la voie des plantes, on va séparer la plante entre le soufre de la plante, le mercure de la plante, le sel de la plante. D'accord. Le soufre de la plante, c'est l'huile essentielle. Ouais.
le mercure de la plante, c'est l'alcool qu'on va faire à partir de la plante. Sauf que il y a des plantes qui n'ont pratiquement pas d'alcool. Oui. Si tu prends certaines plantes, il va falloir 300 kilos pour faire un verre d'alcool. Oui. Donc c'est pas possible. Alors en alchimie, depuis la nuit des temps, les anciens nous ont dit que le vin, avec le vin, on peut faire un alcool qui est un alcool, comment je pourrais dire, universel, voilà, D'accord. qui peut remplacer l'alcool de n'importe quelle plante. D'accord. Donc je fais mon alcool moi-même. Voilà, je le montre Hein. bien. Donc un ensemble comme ça coûte à peu près 150 €, tu vois, donc ça coûte pas ça coûte pas une fortune. Ouais. Donc ça va s'évaporer, ça va monter ici, ça va couler ici, on va mettre un récipient, on va récupérer D'accord. l'alcool. D'accord. Après, quand on travaille sur une plante, on travaille de la même manière. Après, on peut travailler avec une tête qui est plus grosse, par exemple, et la remplir de plantes et mettre de l'eau à l'intérieur, et on peut faire un hydrolat. D'accord. Tu vois, donc finalement, avec un appareil, on peut faire plein de choses. Ok. Voilà. On va faire de l'alcool. Voilà. D'alcool. Ouais. Oui. Mais bon, Hein? quel intérêt. Alors après, quand on fait de l'alcool, pour faire de l'alchimie, hein, Ouais. on va le monter à au moins 95 degrés. Mais ça veut dire qu'il faut distiller quelques fois. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle de l'alcool philosophique. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est une manière de fonctionner. Mais c'est juste pour dire que ça coûte pas cher, quoi. Alors effectivement, peut-être soi-même, hein, quand on recule l'échéance, on se dit oui, mais je peux pas. On va prendre le souffle de la plante, le mercure de la plante, et on va ensuite, c'est-à-dire qu'on va le purifier à l'extrême, hein, et on va ensuite les mélanger. Sauf que quand tu mélanges de l'huile et de l'alcool, ça se mélange pas. Tiens, regarde, ça fait ça. Regarde, j'ai ça juste derrière moi. Regarde. Ça, c'est une huile que j'ai faite. Montrer. Une huile de millepertuis que j'ai faite, et dessus j'ai mis de l'alcool. Voilà. Tu Ok. vois, et c'est resté tout l'été dehors en plein soleil. D'accord. D'accord. Et tu vois, ça se mélange pas. D'accord. Alors quand on prend cette fois-ci une huile essentielle et un alcool et qu'on les met ensemble, ben, ça ne se mélange pas non plus. Ouais. Sauf que sous certaines conditions, ça se mélange. Ah. Et donc on fait ce qu'on appelle un mariage philosophique. Et donc on va faire ce qu'on appelle une teinture. D'accord. Alors pourquoi on dit une teinture? Parce que ça va se teinter et en général ça va devenir rouge comme ça. D'accord. D'accord? Ça c'est du millepertuis, c'est pour C'est ça la que c'est devenu fameuse rouge. teinture mère. Alors non, Non, c'est pas ça. La teinture mère, c'est quand tu prends une plante. Ouais. Alors la teinture mère, c'est, je crois que c'est Paracels qui a inventé ça, si je ne dis pas d'erreur, vous me corrigerez. La teinture mère, c'est avec une plante fraîche. D'accord. Quand on fait sécher la plante, on fait une teinture alcoolique, mais ça s'appelle plus une teinture mère D'accord, dans le d'accord. langage Ouais. déontologique, on va dire. D'accord. Et donc on prend la plante fraîche et on la met dans l'alcool. Mhm. Donc, par habitude, moi je la laisse à peu près une lune, hein, c'est-à-dire à peu près un mois, Ouais. et puis ensuite on la filtre. D'accord. Alors, cet alcool qu'on peut faire là, qu'on va mélanger avec l'huile essentielle et qu'on va mélanger, à un moment, il va accepter le mariage, il va se mélanger. Mhm. C'est-à-dire que ça va faire un mélange homogène, et si ça fonctionne bien, ça va devenir rouge. Ok. D'accord? Ensuite, on va... Quelle que soit la plante qu'on utilise. Quelle que soit la plante. Ouais. D'accord. Ensuite, on va prendre la plante sèche ou fraîche, hein, la plante qu'on a, et on va la calciner. Ok. On va la calciner et on va la calciner jusqu'à ce que les cendres soient blanches. Hein. Une vraie calcination. Ok. Et ensuite, on va prendre cette cendre et on va la laver et on va la filtrer. Ouais. Et ensuite, on va faire évaporer l'eau. D'accord. Et de là va sortir un sel. C'est le sel de la plante. Ok. Donc on a le soufre, le mercure, le sel de la plante. Et ensuite, on va mouiller ce sel avec la teinture qu'on a fait. Ouais. Et cette fois-ci, ça s'appelle un élixir alchimique. D'accord. Alors, quand on veut faire un élixir pour faire un remède, c'est ce que je fais régulièrement, on procède comme ça. Maintenant, quand on veut faire une pierre végétale, on va faire l'élixir, on va mettre le sel dans une couveuse, et de temps en temps, on va venir mettre une goutte dessus, et peut-être, au milieu, va naître la pierre végétale. D'accord. Voilà.
Mais là, on est vraiment Là. dans l'œuvre. Ok. Alors que, quand on parle de spagyrie, etc., le but du jeu, c'est de faire des remèdes. Ouais, ouais. Voilà. Et toi, quand tu parles de pierre végétale, on n'est pas à la pierre philosophale. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, quel intérêt de faire une pierre Végétal, végétale? À quoi ça sert? ben, je vais dire un truc qui va peut-être faire sourire les gens, parler aux plantes par exemple. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais une pierre végétale et que tu la prends, normalement tu parles aux plantes comme on se parle tous les deux là. D'accord. Voilà, et les plantes te parlent. Bon, ok. Ça n'empêche pas que si tu prends pas la pierre végétale, quelquefois tu as une plante qui te prend par le bras comme tu passes. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu dois savoir ça, toi, qui as un peu de druide sur les bords. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'a jamais proposé de me vendre une pierre végétale? Ah, alors, Après ça, tout, ça, on pourrait ça- faire un commerce avec ça. ça c'est une très très bonne question. Merci de m'avoir posé. Pendant des années, ça a été mon gros problème. Hein. Ça, c'est très intéressant comme question. Pendant des années, à l'époque où je bossais avec Norman Dostromo, il faisait des séminaires, si tu veux, et il avait fait un séminaire qui s'appelait Médecine ésotérique et alchimique. Et puis, ça a duré, il nous a baladé dans le temps, et je me suis dit, il nous balade, puis un jour je l'ai chopé, je lui ai dit, dis donc, tu nous balades avec ton truc, quand est-ce que tu nous fais ça? Et il m'a dit, jamais, je ne peux pas donner ça, c'est beaucoup trop puissant. Et sur le moment, je n'ai pas compris, parce que je me suis dit, par exemple, quand tu fais la pierre philosophale, ça s'appelle la médecine universelle. Oui. Ça veut dire que, alors ça fait pas repousser les bras, on est d'accord, mais si tu as notre âge, on va dire, Ouais. et que tu prends la pierre, tu as tout un tas de métabolismes qui vont se remettre en route dans l'organisme, D'accord. et finalement tu vas te retrouver avec un état physiologique d'un bonhomme de 30 ans. C'est bien quand même, tu C'est vois. pas mal ça. Ça permet de vivre beaucoup plus longtemps. Bon, Pas ça- d'être éternel ça- comme beaucoup ça- le disent, Ça mais de vivre. m'intéresse. Est-ce que tu peux m'en vendre une? Bah ouais. Alors, et donc je me suis dit, Oui. le problème c'est qu'on prend un bout de pierre, on le fout dans un peu de pinard, on le fait boire au mec et il a plus son cancer. Parce que finalement c'est ça, tu te dis Ouais. ouais c'est génial. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ne peut prendre la pierre que celui qui l'a faite. Ah. Parce que le problème c'est que si tu prends la pierre, j'aime bien l'image qu'en donne Patrick, c'est-à-dire tu as un tuyau qui est dans sur une pelouse, et puis tu mets 4 kg ou 7 kg de pression à l'intérieur, et puis il va se mettre droit, il va se rectifier. Oui. Sauf qu'il y a des nœuds partout, il risque d'exploser. D'accord. Le problème, c'est que toi, si tu n'es pas rectifié et que tu prends la pierre, c'est-à-dire que tu as une D'accord. espèce de rayon de lumière, la foudre finalement, Ouais. qui te traverse, et tu vas exploser en milliers de morceaux. Oui. Donc tu ne peux pas Moyennement donner la pierre. agréable. Donc ne peut prendre la pierre que celui qui l'a fait. Ça veut dire qu'il est rectifié. Ou alors tu prends le risque de partir en morceaux, D'accord. ce qui d'accord. n'est pas forcément une évidence. Ok. Trop ok. bouger ma chaise, non? Oui, non, ça va, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, ne peut prendre la pierre que celui qui l'a faite. Donc, les Absolument. amis, cherchez pas ou passez pas une annonce pour acheter une pierre, ça marchera pas. Ouais. Hein, Après, vous pouvez toujours sucer des cailloux. vous pouvez toujours sucer des cailloux, c'est bien aussi, ouais, tout à fait. Ok. Bah écoute, Christian, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur l'alchimie ou sur ta pratique de l'alchimie. Oui, c'est ça. Bah écoute, si on voulait conclure par, je sais pas, un conseil, une idée, quelque chose que tu as envie de transmettre, de partager avec les gens. Oui. Tu as dit tout à l'heure, pendant le débat, pendant notre échange, tu as dit pourquoi finalement Oui. cultiver le merveilleux. Cultiver le merveilleux. Mmh. Oui, parce que on vit dans un monde où on n'arrête pas de nous dire que c'est horrible, c'est terrible. Vous voyez bien, il y a des attentats et des trucs tous les jours, mais on pourrait aussi vous montrer tout ce qui est merveilleux tous les jours, etc. Et j'ai pendant longtemps, j'ai voulu tout démontrer par la physique, parce que j'ai un côté scientifique abruti comme beaucoup de monde, mais on a besoin de se trouver des cautions, c'est normal. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je m'en fous un peu de la science. Et même si ça explique certaines choses, hein, je suis passé par là,
Mais non, il y a tellement de choses merveilleuses qui se produisent, il y a tellement de choses impossibles qui se produisent. Quand j'avais des stagiaires en électricité, ça n'a rien à voir, je leur disais souvent, finalement, vous êtes complètement formatés depuis que vous êtes nés, par vos parents, par l'école, par la société, etc. Déformatez-vous un peu. Arrêtez de dire que tout est impossible, parce que ça le sera. Oui, Je pense aujourd'hui très sincèrement que rien n'est impossible. on est d'accord. Ok, bah écoute Christian, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de tous ces conseils. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci de nous avoir reçus dans ton antre, encore une fois. Et puis, chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Et nous sommes toujours dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci Audrey. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.